Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc pour la deuxième partie sur l'épisode des lasers à haute énergie. Ça fait un bon moment que j'avais sorti ce premier épisode, mais j'ai eu beaucoup de travail et pas vraiment le temps. Donc là, c'est le bon moment pour vous donc, transmettre cette deuxième partie. Vous allez voir, on va encore apprendre beaucoup de choses dans cet épisode. Il y en a pour 30 minutes à mon avis, je pense. Donc n'hésitez pas à prendre des notes si besoin, et vous aurez aussi, si tout va bien, un quiz sur la deuxième partie, normalement juste après cet épisode. Voilà. J'espère en tout cas que vous serez très nombreux à participer et que cet épisode vous plaira en tout cas. Allez, bonne écoute à tous. Alors tout d'abord, bien sûr, la capacité et l'utilisation des lasers de haute énergie, elles représentent une avancée technologique majeure en raison de leur polyvalence, de leur précision et de leur efficacité énergétique. Donc on va explorer un petit peu, dans cette partie-ci, les capacités techniques et des scénarios possibles potentiels d'utilisation dans des domaines militaires et même civils. Et puis aussi les performances qu'ils peuvent offrir. Alors, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Les capacités techniques des lasers de haute énergie, elles concernent aussi la précision chirurgicale. Les LHE, par exemple, peuvent cibler des objets de taille de quelques centimètres, même à des kilomètres de distance. Donc leur faisceau cohérent, il va permettre en fait de concentrer une immense quantité d'énergie sur un point précis, et donc ça les rend idéal pour désactiver des composants spécifiques sans endommager l'ensemble de la cible. Vous pouvez aussi ajuster la puissance. Les lasers de haute énergie, ils permettent un contrôle précis de la puissance de sortie. Et ça signifie que en fait, ils peuvent être utilisés pour des tâches vraiment variées. Ça peut aller de la destruction complète d'un objet à sa neutralisation temporaire, ou même perturber ses capteurs ou son électronique. Ou même être utilisé pour nos yeux, par exemple. Vous avez aussi la portée étendue. Les lasers, ils fonctionnent efficacement à des distances considérables, en particulier dans des environnements où l'atmosphère est absente, comme dans l'espace. Alors bien sûr, il faut savoir qu'en orbite, leur portée, elle est pratiquement illimitée. Mais après, ça, c'est valable tant que les systèmes de suivi restent précis, bien sûr. Après, vous avez la vitesse de réaction. Contrairement aux armes cinétiques, en fait, les LHE, en fait, ils atteignent leur cible à la vitesse de la lumière, quoi. Donc cela les rend idéales, en fait, pour des scénarios qui nécessitent une réaction instantanée, comme l'interception de missiles ou la défense contre des drones très rapides. Après, bien sûr, vous avez la furtivité. Les lasers, ils ne produisent ni bruit, ni éclat qui sont visibles lorsqu'ils opèrent dans certaines longueurs d'onde. Et ça, franchement, les copains, cette caractéristique, ça leur permet d'être utilisés de manière très discrète, sans alerter les adversaires. Alors bien sûr, c'est visible, un faisceau. Mais bon. Et après, bien sûr, dernièrement, vous avez l'autonomie énergétique. Grâce à des avancées dans les sources d'énergie, eh bien, les lasers de haute énergie peuvent fonctionner en continu tant qu'ils sont alimentés. Ça, il n'y a aucun problème. Et les systèmes spatiaux tirent parti de l'énergie solaire, et ça réduit encore les besoins en ravitaillement. Alors, on va rentrer dans un sujet un peu intéressant aussi, un peu plus intéressant, je pense. C'est les applications militaires. À la base, c'est quand même fait pour ça. Vous avez déjà la défense antimissile. Donc ces lasers sont utilisés la plupart du temps pour intercepter et détruire des missiles balistiques ou de croisière. Donc ils vont focaliser leur énergie sur la coque d'un missile, et donc ils vont provoquer une défaillance structurelle ou même endommager ces systèmes de guidage. Vous avez aussi la neutralisation des drones. Les drones, ils sont devenus, comme vous pouvez le constater actuellement dans l'actualité, c'est devenu une menace majeure pour les infrastructures et les forces armées. Ça rend ridicule les hélicoptères et les tanks. Donc les LHE, ils peuvent les détruire en chauffant leurs composants critiques ou en perturbant leur électronique. Après, bien sûr, vous avez la désactivation des satellites. Dans l'espace, les LHE, ils peuvent désactiver des satellites ennemis sans produire de débris, et même en aveuglant leurs capteurs, ou même en perturbant leur communication. C'est vraiment, ça a un potentiel énorme. Vous avez aussi la protection des bases terrestres. Les systèmes de laser terrestres, en fait, ils peuvent être déployés pour protéger des bases militaires contre des attaques aériennes ou terrestres, et ils offrent donc une alternative efficace aux systèmes de défense traditionnels, comme les missiles sol-air, que vous connaissez tous, je pense. Et après, enfin, vous avez la neutralisation de mines ou d'explosifs. Les LHE, en fait, ils sont également utilisés pour neutraliser des engins explosifs improvisés. Donc, on peut les prénommer IED. Et donc, ce sont des engins explosifs improvisés à distance. Et ça minimise, en fait, ainsi les risques pour les troupes. Plutôt que d'envoyer des troupes pour neutraliser ce genre d'engins explosifs, eh bien, on pourrait
déployer un faisceau d'énergie qui focaliserait sur une cible précise pour la faire péter. Alors, concernant les applications civiles, ça aussi c'est assez intéressant. Les débris spatiaux, les débris orbitaux qui représentent un danger qui est non seulement croissant pour les satellites actifs, mais aussi pour nous, parce que à force d'avoir des milliers de matériaux ou de débris de matériaux qui se promènent au-dessus de notre tête, eh bien, à un moment donné, vous savez, ces débris vont tomber. Donc, peut-être que ils se feront brûler par l'atmosphère quand ils tomberont, mais il y en a certains aussi qui pourront peut-être résister, peut-être qu'on s'en prend rien sur la tête dans une ville. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Et donc, les LHE, ils peuvent être utilisés pour désintégrer ces débris ou les pousser même vers des orbites de désintégration. Et ça, selon moi, c'est un peu l'avenir. Alors, la seconde application civile, bien évidemment, c'est la recherche scientifique. Les lasers de haute énergie vont jouer un rôle important dans des expériences scientifiques, notamment pour simuler des conditions extrêmes ou pour initier des réactions nucléaires contrôlées. Troisième point aussi, la communication et transmission d'énergie. Les lasers peuvent être utilisés pour transmettre de l'énergie ou des données sur de longues distances, par exemple entre des satellites et des bases terrestres. Et je ne sais pas si vous le saviez. Parlons un peu des performances mesurables. Alors là, c'est un peu technique, mais vous allez voir, c'est pas non plus foufou, mais il faut avoir quand même quelques notions. Concernant la puissance typique, les lasers militaires actuels, ils varient entre 50 et 300 kW. Donc c'est suffisant pour neutraliser des drones ou des missiles à courte portée, mais pas à longue portée. Les prototypes spatiaux, ils visent des puissances à peu près de l'ordre du mégawatt pour des applications plus exigeantes. Parce que là, je vous rappelle, on est en kilowatts. Après, vous avez l'efficacité énergétique. Les systèmes modernes, ils atteignent généralement une efficacité énergétique de 30% ou plus, mais pas beaucoup plus. Donc c'est déjà une amélioration considérable par rapport aux générations précédentes, mais cela signifie que moins d'énergie est perdue sous forme de chaleur. Et ça, c'est bien. Après, bien sûr, vous avez la portée opérationnelle. Alors, concernant la portée opérationnelle, je ne sais pas si vous le saviez, mais sur Terre, en fait, la portée effective, elle est limitée par l'atmosphère, en fait. Donc, c'est environ, ça peut aller de 10 à 20 km. Mais par contre, dans l'espace, cette limite, elle n'existe pas, quoi. Du moins, on l'a pas testé vraiment dans l'intégralité, mais c'est ce qu'on pense. Et après, bien sûr, vous avez le temps de réponse. Les lasers, en fait, ils peuvent être activés en quelques secondes. Et du coup, ça rend leur utilisation pratique dans des scénarios de défense où le temps est vraiment critique. Alors vous allez voir, j'ai pas fait semblant, je vous ai pris aussi quelques exemples d'utilisation dans le monde réel. Vous avez par exemple quelques programmes, je vous en ai mis 4 de côté et vous allez voir que vous pouvez même rechercher vous-même, tout est public. Et voilà, ce sont vraiment des exemples d'utilisation réelle et qui prouvent à quel point cette technologie a vraiment du potentiel. Alors vous avez bien sûr le programme américain HELWS, donc Height Energy Laser Weapon System. En fait, c'est un système portable qui a été conçu pour neutraliser des drones et d'autres menaces aériennes à courte portée, et ça a été testé avec succès sur le terrain. Vous avez le système russe Peresvet, qui est déployé, et qui a été développé aussi par la Russie. Et ce système de laser, il est utilisé pour protéger des bases stratégiques et aussi aveugler des satellites espions. Vous avez aussi les initiatives chinoises. La Chine, bien sûr, développe des lasers spatials capables de désactiver des satellites ou de nettoyer des débris spatiaux. Et vous avez aussi les applications civiles avec l'ESA, qui explore l'utilisation des lasers pour gérer les débris spatiaux en collaboration avec des partenaires industriels. Vous avez aussi des limites actuelles et puis même des défis d'utilisation, puisque, je ne rentre pas dans le détail extrême, bien sûr, mais je vous donne suffisamment d'informations pour que vous ayez une bonne compréhension. Mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même des limitations qu'on rencontre actuellement. Tout d'abord, la dissipation thermique. En fait, les LHE, en fait, ils produisent une grande quantité de chaleur qui doivent être efficacement dissipées pour éviter une surchauffe. Vous avez aussi des problèmes par rapport à l'atténuation atmosphérique. C'est un problème, l'atmosphère terrestre réduit l'efficacité des lasers à haute énergie, et donc ça nécessite des corrections adaptatives très coûteuses. Et puis en plus, plus on va dans le temps, plus l'air, on va dire, se pollue et ça crée un effet de serre. Et je suppose que ça doit jouer aussi sur l'efficacité. Vous avez aussi les coûts de développement. Le développement et l'entretien des LHE, il nécessite des investissements massifs. Donc, comme je vous l'ai dit, un LHE, c'est à peu près 100 millions de dollars. Donc bon, après, bien sûr, il y a toute
toute la partie avant et toute la partie après qu'il faut financer. Et donc forcément, tout ça, ça limite un peu l'accessibilité pour certaines entreprises privées ou même des entreprises publiques, quoi. Et après, bien sûr, vous avez des défis légaux et éthiques. Ça, il faut en parler. L'utilisation de laser dans l'espace, c'est régi par par des traités internationaux qui, donc forcément, limitent le déploiement à des fins purement défensives. Bien sûr, tous les pays ne peuvent pas faire n'importe quoi dans l'espace. Alors, c'est sûr que j'ai parcouru un peu rapidement cette partie-ci de l'épisode, mais je n'ai pas accès, bien sûr, à bien plus de détails. Je peux pas rentrer trop dans le détail non plus, puisque c'est une vidéo éducative qui vous apprend des choses, qui vous apporte de la connaissance, mais elle n'est pas faite pour vous apprendre à concevoir cet appareil. Voilà, pour qu'on se comprenne bien, quoi. Alors, dans cette section, on a quand même parlé de pas mal de choses, hein. Les lasers de haute énergie donc, sont des outils puissants et polyvalents qui sont capables de transformer la manière dont les conflits sont menés dans l'espace et même sur Terre, hein, bien sûr. Alors, ça représente des défis techniques et éthiques. Leur potentiel, il reste immense, hein, vous avez compris, et notamment dans les domaines de la défense, de la gestion des débris spatiaux et même de la communication. Parce que ça permet aussi de transférer des données. Et vous allez voir que dans la prochaine partie, on va parler des implications stratégiques et éthiques de ces technologies. Il y a beaucoup de points sur lesquels il faut discuter pour vraiment avoir une bonne visu de ce que c'est. Alors les lasers de haute énergie ne sont pas de simples avancées technologiques, elles incarnent aussi des changements fondamentaux dans la manière dont les conflits en fait modernes sont envisagés et menés. Pour la faire simple, dans 100 ans, on va se retrouver en mode Terminator, quoi, si ça continue comme ça. Donc cependant, leur utilisation, elle soulève quand même des questions stratégiques et éthiques complexes, et on va explorer un petit peu ces enjeux en détail, en mettant, si je puis dire, en lumière les avantages stratégiques que ça peut offrir, mais aussi les risques que ça pose, et les dilemmes éthiques que ça soulève. Vous allez voir, ça peut faire peur. Alors tout d'abord, je vais y arriver, je bégaye un peu aujourd'hui, les avantages stratégiques. Alors, bien sûr, le premier avantage stratégique, c'est la domination spatiale, bien sûr. Les lasers de haute énergie, ils permettent aux puissances militaires de prendre l'ascendant dans l'espace en protégeant donc leurs propres satellites, tout en neutralisant ceux de leurs adversaires, quoi. Et donc, ces systèmes, ils peuvent être utilisés pour assurer la sécurité des infrastructures spatiales critiques, telles que les satellites de communication, de navigation et de surveillance. Vous avez aussi l'interception instantanée. Puisque, comme je vous l'ai dit, la vitesse de la lumière rend les LHE particulièrement efficaces pour intercepter des menaces en temps réel, comme des missiles balistiques ou des drones rapides. Et cette capacité, donc forcément, elle réduit le temps de réaction nécessaire et ça offre une défense plus rapide et efficace. D'où l'intérêt aussi d'optimiser la batterie ou les systèmes énergétiques de ces lasers pour leur permettre de fonctionner en continu, comme je vous l'expliquais précédemment, pour éviter ce fameux refroidissement. Vous avez aussi des réductions des coûts opérationnels. Contrairement aux armes traditionnelles qui nécessitent donc des munitions physiques, eh bien, comme je vous l'ai dit, les lasers, en fait, ils fonctionnent avec une alimentation énergétique constante. Et donc, ça réduit les coûts liés à la logistique et puis même le stockage de munitions aussi, c'est énorme. Bon, après, bien sûr, je vous le dis, ça réduit aussi l'emploi, hein. Et donc, leur utilisation dans l'espace, c'est alimenté donc par des panneaux solaires qui vont offrir forcément une autonomie quasiment illimitée, quoi. Après, bien sûr, vous avez la flexibilité des applications. Ces lasers, en fait, ils peuvent être utilisés pour une variété de missions. Donc, ça peut aller de la neutralisation des cibles terrestres, spatiales, ou même d'autres. Vous voyez, ça peut être dans l'atmosphère, voilà, ou même les débris spatiaux. En fait, c'est vraiment utile pour tout. Tout dépend comment cette technologie est utilisée. Autant elle peut apporter du bien, et autant elle peut faire le mal. Bien sûr, c'est un peu aussi une forme de dissuasion. C'est un peu comme l'arme nucléaire, quoi. Parce que le fait de posséder des lasers de haute énergie, ça dissuade forcément les adversaires de mener des attaques en raison de la vitesse et de la précision de ces armes, bien sûr. Parce que imaginez un laser dans l'atmosphère terrestre qui balance un rayon sur une centrale nucléaire et qui la fait péter. Et vous imaginez bien les retombées que ça peut avoir, hein. Donc, c'est forcément une forme de dissuasion aussi, qui a presque autant de valeur que la dissuasion nucléaire. Alors bien sûr, voilà, ça nous amène à parler des risques stratégiques. Déjà, premièrement, la course aux armements. Vous voyez bien la Russie et les Américains, Chine, Amérique et Russie, ils sont tout le temps en train de faire ça, une course à l'armement.
Et donc, l'introduction des LHE en fait dans les arsenaux militaires, ça a forcément intensifié la militarisation de l'espace. Ça a créé une course aux armements parmi les grandes puissances, donc comme je vous l'ai dit, les États-Unis, la Chine et la Russie. Et donc forcément, ça augmente les risques d'un conflit armé dans l'espace, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour les systèmes de communication et de navigation mondiaux. À part, bien sûr, comme je voulais peut-être expliquer ou peut-être sous-entendre dans quelques épisodes sur l'astronomie que je vous ai créé dernièrement, on va rentrer dans l'année 2025, c'est le pic d'activité maximale du Soleil. Il rentre dans sa réaction la plus, dans sa phase la plus puissante. Et donc, bien sûr que il suffit d'une tempête électromagnétique un peu trop puissante, et puis ça irradie tous les satellites autour de notre Terre, quoi. Et puis on se retrouverait à l'âge de pierre, ou du moins au Moyen-Âge, en quelques minutes. Bref, concernant la prolifération technologique, bah, bien que cette technologie dans les LHE soit actuellement limitée aux grandes puissances, ça c'est un problème, eh bien la miniaturisation et la baisse des coûts, elles vont peut-être permettre à des acteurs non étatiques, comme des groupes terroristes, d'acquérir ces armes. C'est ça le risque. Après, bien sûr, vous avez aussi un autre risque, c'est la fragilité des traités internationaux. Les traités, ils existent déjà, hein, comme le traité de l'espace qui a été fait en 1967, mais vous voyez, si vous le lisez, j'essaierai de vous le mettre dans la description, si vous le lisez attentivement, il ne prévoit pas suffisamment de restrictions spécifiques concernant les armes à énergie dirigée. Bien sûr, puisqu'il a été fait en 67, et donc à l'époque, bien sûr, même si on commençait déjà à concevoir ce genre de technologie, on n'imaginait peut-être pas à l'époque que ça pouvait aller aussi vite et qu'on pourrait se retrouver à avoir ce genre d'armes très rapidement dans l'espace. Et donc, de facto, ça crée des potentiels problèmes qui pourraient subvenir. Et donc, le fait qu'en fait ce traité de l'espace ne soit pas suffisamment complet, ça va créer en fait un vide juridique qui peut être exploité, à l'image d'un hacker qui exploite une faille de sécurité dans un système informatique. Après, bien sûr, vous avez les débris spatiaux. Alors, les LHE, en fait, ils sont vantés pour leur capacité à désactiver des cibles sans générer des débris. D'accord? Mais le problème, c'est qu'une mauvaise utilisation ou un ciblage incorrect pourrait aggraver le problème des débris spatiaux. Et ça mettrait en péril d'autres satellites et missions qui sont autour. Et après, bien sûr, vous avez la dépendance technologique, parce que la mise en place et l'utilisation de ces LHE, ça nécessite une infrastructure technologique avancée. Et ça pourrait donc rendre les nations beaucoup plus vulnérables à des cyberattaques ou même à des sabotages ciblés. De toute façon, vous voyez bien en ce moment, l'année 2025, vous verrez, je fais le pari avec vous, ça sera l'année de la cyberattaque et de la tromperie quant aux hologrammes, aux ovnis, etc. Bref, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Allez, penchons-nous un peu sur les considérations éthiques. J'ai un peu de mal aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. Concernant l'équilibre des pouvoirs, ça c'est important puisque ça va créer des problèmes d'équilibre entre des puissances qui pourraient se permettre de payer ce genre de technologie et d'autres qui sont dans des situations où ils sont en développement et donc ils n'ont pas accès à ce genre de technologie. Et donc l'utilisation des LHE risque de renforcer ces inégalités de pouvoir entre les nations technologiquement avancées et les pays qui sont en développement. Et ça soulève donc des questions sur la justice et l'équité dans l'accès à l'espace. Et donc ça a un impact sur les civils, bien sûr, sur les populations. Si ces fameux lasers sont utilisés dans des conflits terrestres, eh bien ils pourraient causer des dommages collatéraux très importants, notamment en perturbant les systèmes de communication et de navigation civile. Il y a un autre risque qui est très important, c'est la militarisation de l'espace, bien sûr, puisque l'espace, elle a historiquement été considéré comme un domaine de coopération internationale, un peu comme l'Antarctique, et donc la militarisation croissante, accentuée par ces fameux lasers, pourrait compromettre cet esprit de collaboration. Alors parlons aussi d'un double usage de ces fameux lasers, qui sont conçus non seulement pour des missions civiles, comme pour le nettoyage des débris spatiaux, qui est très honorable, et donc qui pourrait être détourné pour des applications militaires. Et ce potentiel d'usage double soulève des questions très profondes, des inquiétudes sur leur régulation et sur leur utilisation. Après, bien sûr, vous avez la déshumanisation des conflits, un peu avec les drones. La technologie des lasers peut être utilisée à distance, comme vous l'avez compris, donc sans risque pour leurs opérateurs. Et forcément, eux, ils seraient comme dans un jeu vidéo, et puis voilà, on les met dans une boîte, puis tu es devant un PC, et puis tu commandes
ton laser, tu commandes ton drone, et puis voilà, t'es complètement déshumanisé. Et ça, c'est un très très grand risque. Ça pose vraiment des questions morales, éthiques sur la responsabilité humaine et des conflits modernes, quoi. Alors parlons un peu maintenant des réponses internationales et des réglementations. Je vous avais dit, c'est un épisode très long. Les propositions de régulation. Il y a des initiatives internationales comme celle proposée par l'ONU qui visent à limiter en fait la militarisation de l'espace et même d'établir des règles claires pour l'utilisation des technologies à énergie dirigée. Vous avez les États-Unis et d'autres puissances qui ont proposé des règles de conduite dans l'espace pour réguler donc l'utilisation des LHE. Vous avez aussi des négociations bilatérales, donc des discussions entre grandes puissances, comme les États-Unis et la Chine, qui cherchent en fait à réduire les tensions en instaurant des accords pour éviter les incidents dans l'espace. Voilà, les Chinois, ils sont pas fous, hein, ils veulent continuer à commercer et à faire du business. Voilà, ils vont pas se mettre à dos les Européens et les Américains parce que les Russes font les cons. Je vous assure que les Chinois, malgré tout ce qu'on peut penser, ils sont pas fous. Après, bien sûr, la sensibilisation du public, la transparence sur le développement et l'utilisation de ces lasers, c'est essentiel pour garantir un contrôle démocratique et puis aussi prévenir les potentiels abus. Donc vous voyez, les lasers de haute énergie, ils offrent des avantages stratégiques indéniables, hein, ça je pense que tout le monde est d'accord, mais leur développement et leur utilisation, ça soulève quand même des questions complexes hein, sur la sécurité, l'équité et la responsabilité. Donc la coopération internationale sera essentielle pour garantir que ces technologies elles servent des objectifs pacifiques et ne conduisent pas à des conflits inutiles. Et donc avec cette exploration des implications stratégiques et éthiques, on va conclure un peu cet épisode. Je pense que on a quand même parcouru beaucoup d'informations dans cet épisode. Euh, il illustre un petit peu aussi, je pense que ça illustre un peu l'équilibre, vous voyez, délicat entre l'innovation technologique et aussi la responsabilité globale. Et donc, voilà, c'est selon moi, cet épisode, il a été créé pour vous informer, vous apporter de la connaissance sur son fonctionnement, sur les matériaux, sur qui les utilise, qui les confectionne, qui met un peu de sous dessus. Et bien sûr, je pourrais rentrer dans d'autres détails, je pourrais vous sortir encore plus d'informations, mais c'est pas vraiment le but. Le but, c'est de vous montrer, de vous expliquer que cette technologie, elle existe déjà depuis, comme je vous l'expliquais, des années 60, même peut-être et avant, et que voilà, elle a suivi des évolutions dans le temps, et que maintenant, voilà, elle a atteint un niveau technologique assez considérable. Et bien sûr que ça existe déjà dans l'espace, hein, voilà, faut pas se leurrer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous voyez des vidéos un peu suspectes sur Instagram, sur TikTok ou tous ces réseaux sociaux, eh bien, méfiez-vous. N'oubliez pas que les militaires ont 30 ou 40 ans d'avance sur les technologies qui sont publiques, auxquelles nous, on a accès. Donc voilà. Après, il faut encore peut-être 10 ou 20 ans pour qu'elles soient vraiment mises en application pour des domaines publics. Mais voilà, en règle générale, de toute façon, déjà, de par le manque de connaissances de la population, quand ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas, bien sûr, ils essaient de trouver une explication rationnelle, ou parfois non rationnelle, mais ils essaient de trouver une explication. Et malheureusement, voilà, quand on ne fait pas des recherches suffisamment sérieuses, eh bien, on tombe dans le panneau. Voilà, on se fait avoir. Voilà, donc du coup, j'ai coupé et j'ai recommencé la fin parce que je commençais à parler beaucoup. J'espère en tout cas, très chères auditrices et très chers auditeurs, que l'épisode vous a plu, qu'il était suffisamment compréhensible aussi, voilà, je l'espère. Et n'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à commenter et à partager pour me donner de la visibilité. Et encore une fois, très bonne année à tous, prenez tous soin de vous et à très bientôt sur AstroCurieux.